Ce week-end, le résultat aurait dû être historique. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Bienvenue dans le débriefing des Formula sur le Grand Prix de Russie. Moteur. Salut tout le monde, bienvenue pour ce débriefing du premier Grand Prix hors Europe du calendrier. Et oui, c'est étonnant, sur les bords de la mer Noire dans le parc olympique de Sochi. 5,8 km entre les infrastructures des Jeux d'hiver de 2014. Et ces infrastructures sont comme la piste. Elles prennent la poussière. Et oui, la piste semi-permanente de Sochi est très peu utilisée. On est aux abords de la mer, elle commence à se booster également, et en plus, selon certains sismologues, elle s'affaisse. Bon, on sera pas là pour le voir. Heureusement, parce que, enfin, si ça pouvait aider, c'est une piste où beaucoup ont fait des erreurs, une piste bien verte, dans le jargon, comme on dit. Et elle n'est pas utilisée du tout, il y a très peu de courses qui ont lieu là-bas. À part la Formule 1, il n'y a rien. A noter aussi que c'est peut-être les dernières courses que l'on voit à Sochi. Pas cette année, mais dans un avenir proche, voire très proche, on devrait quitter ce tracé pour aller du côté de Moscou. Et honnêtement, c'est pas plus mal. Parce que le circuit de Sochi, il n'offre pas vraiment de spectacle depuis son arrivée en 2014. Les courses sont assez ennuyeuses. Le décor, il y a mieux quoi. Il y a peut-être dans le troisième secteur le passage au niveau de la passerelle qui peut être intéressant, sympa. Sinon, le reste. Il y a une chose qui nous fait plaisir à voir quand même, mais qui est nuancée, c'est le retour du public dans les tribunes. Oui, ça fait vraiment plaisir de voir que le public a fait son retour ce week-end. Même s'il y en avait un petit peu au Mugello, mais alors à Sochi, toutes les tribunes sont presque remplies. Les organisateurs ont fait une rasée sur la vente de billets si on les croit. Et je nuance parce que... on va pas se mentir, on est toujours dans une crise sanitaire très compliquée, Covid-19 oblige. D'ailleurs, le paddock est toujours fermé au public. La Formule 1 est toujours dans sa bulle pour se protéger de ce virus. Bon, ça n'empêche pas qu'on a eu quelques cas positifs cette semaine, dont Will Buxton qui est resté chez lui. Si vous ne connaissez pas, c'est un journaliste anglais réputé dans le paddock. Donc voilà, la présence du public en Russie... c'est un peu mitigé quand même. D'ailleurs, ce Grand Prix de Russie, il a toujours réussi à Mercedes-Benz. Même si en 1913 et 1914, lors des deux premiers Grands Prix de Russie qui ont lieu à Saint-Pétersbourg, c'était Benz à l'époque avant que les deux marques ne fusionnent. Et ça compte quand même. À part ça, c'est bien simple. On a toujours eu une victoire de la firme à l'étoile en Russie. Ouais, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. C'est pour dire si ça donne envie de regarder ce Grand Prix. Et d'ailleurs, ce Grand Prix, on va commencer à en parler maintenant avec les qualifications. Cette qualification aurait pu passer de l'opérette au grand opéra dramatique. On a eu les deux, et en plus je vous raconte pas comment Netflix va nous le survendre cet hiver. On va se croire dans un film Marvel. D'ailleurs, au passage, Netflix était présent chez Mercedes. Ça sera intéressant à suivre à ce moment-là. Alors, il y a une chose qui est bien étonnante pour commencer cette qualification, c'est la FIA qui est très stricte sur les limites de la piste. Cette fameuse ligne blanche où les vibreurs n'est pas passés pour prendre un petit avantage de rien du tout. Il y a des moments où tu as envie que la FIA soit vraiment plus claire dans cette règle, qu'ils arrêtent de jouer au yo-yo avec, car c'est vraiment à la tête du circuit. Et les commissaires, ils font ce qu'ils veulent avec la règle des limites. Parce que regarde, là, à Spa, où il y avait vraiment à dire, à porter des précisions sur les limites de la piste, ici, à Sochi, c'est carré. Pour nous qui avons l'habitude de regarder la F1, déjà, c'est pas évident, parce que je vous l'ai dit, c'est du yo-yo. Mais alors, pour quelqu'un qui découvre, c'est pas plus facile non plus. Et ici, les endroits qui sont sous étroite surveillance, ce sont la sortie du virage 2, le premier gros freinage du circuit en plus, et le dernier virage. Et en plus, ce dernier virage, beaucoup de pilotes sont partis au large pendant les qualifications, et vraiment à la limite, parce que
Les pneus sont fatigués de s'être pris un tour dans la tronche et à la vitesse assez faible à cet endroit, la faute est facile pour partir au large, hein. Le grip est moindre, on y va. Alors, ces erreurs dans le dernier virage, on va pas les voir dans la première partie de la qualification, parce que il n'y a rien à retenir. C'est plutôt en deuxième partie que ça nous intéresse. Lewis Hamilton, qui a alors le meilleur temps sur une stratégie différente de tête de course bien sûr, puisqu'il fait partie des 3 pilotes à être en médium à ce moment-là, il va avoir son chrono effacé pour être parti au large dans ce fameux dernier virage. Donc, tout est à faire pour l'anglais. Il repart pour une nouvelle tentative, toujours en médium. Sauf qu'il y a un événement qui va se produire, et franchement ça fait mal au cœur pour celui qui est impliqué dans cet accident. C'est la sortie de Vettel qui détruit sa voiture. Passé trop fort sur l'un des vibreurs orange qui était présent au niveau du virage 4, l'Allemand va perdre le contrôle de sa Ferrari et la rendre chiffon. Et en plus, on aurait pu passer vraiment à la catastrophe avec Leclerc qui était juste derrière, encore à fond, et qui aurait pu percuter sa voiture. Il a pu l'éviter, heureusement. Et bon, ça en est fini pour l'Allemand, et également pour son coéquipier. Mais tout ça, ça va tourner au mélodrame de série B, parce que Hamilton, il lui manquait plus qu'un virage pour réaliser un chrono qui l'aurait sauvé. Parce que, au moment de l'accident de Vettel, drapeau rouge, Hamilton, toujours 15e, il pourrait s'arrêter là. C'est une vraie catastrophe. Voyons, calmez-vous. C'est Hamilton quand même. Bon, il est vrai que le chrono figé par ce drapeau rouge, je me répète, est à 2 minutes et 15 secondes de son terme. Et certains ont espéré que la séance s'arrête là. Les Rose Brown en puissance, on vous a vu sur Twitter, Bon, bien sûr que non. La séance a pu repartir pour les derniers instants, et incroyable! Hamilton a pu passer en Q3. En pneu soft, certes, mais il est passé. Adieu stratégie classique du médium, il faut un autre plan pour la course. Et on va y revenir en plus sur la course. Alors oui, Hamilton a pu passer, et on ira à sa nouvelle pole juste après, tiens. Mais ça n'aurait pas pu être le cas, car le pilote a quand même passé la ligne de court-métrage dans la dernière seconde du chrono de la Q2. C'est pour dire la précision minutieuse de Mercedes, même s'il a fallu dire à Hamilton qu'il fallait y aller, parce que Hamilton il s'est pas précipité à la sortie des stands, pour pas refroidir ses pneus et tout. D'ailleurs, ça a coûté cher à certains. Il a été pris dans le trafic, mais rassurez-vous, on retrouve bien Lewis Hamilton en pole position, la 96e en carrière et la 70e avec Mercedes qui signe au passage la 121e en tant que constructeur. Derrière lui, on retrouve Max Verstappen qui vient s'intercaler entre les deux Mercedes, puisque Bottas est 3e. Sergio Perez nous surprend avec un 4e chrono devant Daniel Ricciardo, suivi de Carlos Sainz, encore une Renault et une McLaren. Pierre Gasly est 9e et Alex Albon ferme le top 10. Et la grille de départ de la course sera différente du samedi, car Albon partira 15e suite à un changement de boîte de vitesse, c'est-à-dire que les pilotes de Leclerc à Vettel vont regagner une place. Et en fond de grille, malheureusement, on va retrouver les habitués. Raikkonen, qui était qualifié dernier après un attaque à la fin de la Q1, va gagner une place dimanche matin après une pénalité de Latifi, même raison que pour Albon. Bon alors, ce qui s'est passé pour Hamilton, ça aurait pu arriver à n'importe quel pilote, il faut être réaliste. Là c'était lui, ça aurait pu être Verstappen, ça aurait pu être Ricciardo, ou Perez, ou Bottas. Non, pas Bottas. Oui, Hamilton n'est pas passé loin de l'élimination. Bon, ça peut arriver, regardez Ferrari. Ça aurait pu rendre la course plus intéressante aussi. Mais qui dit ce qui peut se passer en course? On l'a bien vu à Monza qu'un grain de sable dans la mécanique Mercedes peut les faire tomber. Surtout que, à Sochi, et beaucoup l'affirment, dont Hamilton d'ailleurs, avoir la pole sur ce circuit, c'est pas un avantage. Parce qu'on peut donner l'aspiration à ceux de derrière, et de toute façon, je m'attendais quand même à ce que ça soit lui qui soit en pole. Bah oui, il est à son niveau le plus élevé depuis plusieurs courses, il domine son sujet, même si le vendredi, il est un petit peu en rentrée. Je dirais même qu'en similitude, on se rapproche à une saison de 2004 côté domination. Mais sans la concurrence.
D'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce mélodrame, des qualifications. Et si, des fois, ça aurait changé quelque chose si Hamilton n'était pas en pôle. On sait pas, hein. Peut-être qu'il y aurait eu une autre action dans la course. Et d'ailleurs, la course, eh ben on y passe tout de suite. Allez, on y va. Avant le départ de la course, une enquête est déjà ouverte. Et ben ça concerne Hamilton. Encore lui. Oui, parce que le pilote anglais a effectué sa procédure de départ à la sortie des stands, en dehors des stands. Je m'explique. On est habitué à voir tous les voitures faire leur procédure de départ pour caler leur embrayage au niveau de la sortie des stands, au niveau des feux. Elle se fait d'habitude ici, à cet endroit. C'est même marqué dans le règlement. Ici, Hamilton l'a fait plus loin, carrément au bout de la voie de sortie des stands. Quand je dis plus loin, c'est carrément dans la voie d'accélération de la sortie. Est-ce qu'il y avait une raison particulière d'aller le faire là-bas? Est-ce qu'il y avait peut-être du monde à cette sortie des stands? Ou est-ce que l'asphalte était remis à état? Je sais pas. Et pourquoi il se serait mis volontairement là-bas? Ça reste flou. Parce qu'il a quand même fait sa procédure de départ sur la piste. Alors, je prends des pincettes, mais apparemment, il aurait demandé l'avis à l'un de ses ingénieurs, s'il pouvait faire sa procédure à cet endroit. Et apparemment, l'ingénieur lui aurait dit oui. Bon, ça reste quand même bizarre. Bon, sa peau, elle est plus en danger, mais c'est quand même une pénalité qui va être lui donnée en course, et ça devient... C'est de la chance qu'il peut avoir. Et effectivement, ça va arriver. Il va se prendre 2 fois 5 secondes de pénalité. Pour 2 raisons. La première, je viens de vous l'expliquer, c'est de ne pas avoir réalisé sa procédure de départ à l'endroit prescrit dans le règlement. Et la deuxième, c'est qu'il s'est placé dans une zone dangereuse. Comme je vous l'ai dit, dans la voie d'accélération de la sortie des stands. Et je comprends toujours pas pourquoi il s'est pénalisé tout seul comme un grand. Il y avait la place pour faire sa procédure. Mais non, monsieur a voulu faire différent. Il est allé plus loin. Et par la suite, je vous donne rendez-vous au bilan des équipes. Parce que quand même, il y a à dire sur Hamilton. Ça, c'était le premier événement de la course. Le deuxième, ce fut le premier tour. Il y a eu 2 abandons, et d'ailleurs les 2 seuls de la course. Et parmi ces 2 pilotes qui ont abandonné, il y a Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a coupé le deuxième virage au moment du départ. Et vu comment la FIA est intransigeante sur ce virage, je vous ai parlé pour les qualifs, Sainz n'avait pas le choix de passer entre les plots de passage obligatoire pour rattraper la piste. Alors plusieurs pilotes y sont passés, que ce soit au départ ou en course. Il y a même Verstappen au départ qui nous a fait un passage à cet endroit. Respect, franchement. Et Sainz, qui était juste derrière, il a voulu faire pareil. Il est resté à fond. Il a tapé le mur. Mais quelle erreur de... Bon sang, c'est idiot de ruiner sa course comme ça, cet endroit. Bon, il avoue avoir mal jugé son passage à ce moment. C'est même pas quoi en penser. Parce que... Déjà, forcer les pilotes à prendre un passage parce qu'ils ont coupé un virage. Bon, c'est un règlement, mais je trouve ça nul. Puis, quitte à pénaliser des pilotes quand ils coupent un endroit, et je vais rejoindre l'avis de Romain Grosjean, qui l'a dit juste après la course, mettez du gravier. Alors oui, c'est peut-être une réaction des réacs, mais au moins, la pénalité, on se la prend pas en temps, on se la prend direct. Et puis, un passage pour dire reprendre la piste juste à côté d'un mur, c'est pas malin non plus. Mais vraiment, sur son deuxième virage, les FIA, ils étaient vraiment pénibles. D'ailleurs, j'ai évoqué Grosjean, il a failli se prendre une pénalité parce que lui aussi, pendant la course, il a coupé le virage. À ce moment-là, il a respecté le passage, mais il a un petit peu dégommé les panneaux de polystyrène qui s'y trouvaient là. Se prendre une pénalité pour ça, il faut arrêter. Calmez-vous là, les FIA. Oui, il faut respecter les limites de la piste. Mais, je sais pas moi, si vous voulez vraiment que les pilotes ils respectent les limites, comme je vous l'ai dit, soit vous mettez du gravier, ou vous mettez un mur. Là, au moins, il y en a qui vont respecter. Et ceux qui respectent pas, tant pis pour eux.
Non, c'est un peu débile. Même Ricciardo s'est pris une pénalité de 5 secondes. Tout ça parce qu'il a raté un freinage à cet endroit-là. Mais pour Ricciardo, là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure dans le bilan des équipes parce que c'est particulier. Donc, Sainz, abandon, par sa faute. Hein. Il y a aussi Lance Stroll qui va abandonner au 4ème virage après s'être accroché avec Leclerc. Là, on a affaire à un gros fait de course. Parce que le Canadien, sous la menace du Monégasque à ce moment, est parti un petit peu au large. Il a même jugé avoir laissé assez de place au pilote de la Ferrari. Malheureusement, ça s'est fini mal. Les deux se touchent et Stroll termine dans le mur. Abandon. Donc, c'est un gros fait de course, mais il n'y a pas d'enquête. C'est étonnant. Parce que dans les faits, ça ressemble un peu à l'accrochage d'Hamilton-Albon qu'on a eu en début de saison en Autriche. Et la suite, d'ailleurs, de cet accrochage, on l'a connu. Hein. Enquête ouverte, pénalité par Hamilton. Mais là, entre Stroll et Leclerc, c'est là à nouveau que je comprends pas la FIA. Ils nous enquiquinent sur des limites de piste. Mais alors là, sur un accrochage qui aurait quand même, malgré tout, mérité une enquête, rien. Parce que indirectement, Leclerc ruine la course de Stroll. Et là, même pas une enquête, pas une pénalité. Là, peut-être que je force un peu le trait parce que je passe d'un extrême à un autre. Mais voilà. Même pour des décisions en course, la FIA a joué au yo-yo. N'empêche, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas... C'est incompréhensible, voilà. Et après ces deux événements qui ont été marqués par une neutralisation de la safety car pendant quelques tours, histoire de bien tout remettre en état, bien balayer la piste et tout, la course a pu reprendre et c'était pas la folie non plus, mais c'était quand même sympa à regarder. On a quand même eu de belles batailles en piste, surtout entre Albon, Norris et Russell. Ces trois-là, à mon avis, ils ont dû se croire à une partie de F1 2020 sur Twitch. Hein. D'ailleurs, Albon et Norris, ils se sont retrouvés bien plus tard en course avec Gasly qui s'est invité dans la bataille. Et au final, c'est le Français qui a gagné. Et d'ailleurs, c'était chaud entre Gasly et Albon, qui avait un œil, parce qu'Albon avait un œil devant lui sur Norris et un œil de ses rétro sur Gasly. Au moins, ça, il arrive à le faire contrairement à Helmut Marko. Mais bon, le Thaïlandais, honnêtement, il n'a pas été propre dans ses défenses face à Gasly. Il s'est pas gêné pour le serrer contre les murs ou le sortir de la trajectoire. Et franchement, Albon, non seulement il était pas propre là-dedans, et ça lui a coûté cher. Même s'il a pu remonter un peu plus haut, il a perdu bêtement une place. Ouais. Et surtout face à l'équipe sœur. Et face à un vainqueur de Grand Prix. Oui, Albon, j'y reviendrai aussi en bilan des équipes. Ouais, en gros, il y a deux gros faits à parler en course, et puis le reste, c'est en bilan des équipes. C'est ça qu'il faut se dire. Mais bon, voilà, c'est le Grand Prix de Russie. Hein, Et entre tout ça, on peut passer au résultat de la course avec la victoire de Valtteri Bottas devant Max Verstappen et Lewis Hamilton, bien revenu malgré tout après ses pénalités. La suite du classement, elle arrive, la voici avec un surprenant Sergio Perez, 4ème devant Daniel Ricciardo, qui avait reçu une pénalité de 5 secondes sans conséquence. Devant Charles Leclerc et Esteban Ocon, in extremis devant Daniel Kvyat qui revenait comme une balle derrière lui. 9ème, on retrouve Pierre Gasly et Alex Albon complète à la 10ème position, lui aussi avec une pénalité de 5 secondes sans conséquence. Et le meilleur tour revient à Valtteri Bottas. Et c'était une course sympa malgré tout. Ça nous change de d'habitude pour Sochi. Mais ce tracé il est moche. Allez, terne, on peut pas le virer. Je sais pas, l'année prochaine, on vire Sochi. Je sais pas, on va rouler. S'il va rouler du côté de Moscou à Igoran Drive, pardon, j'ai du mal à dire. Qu'il y aille, mais je sais pas, moi, c'est. Qu'on y aille, quoi. Ou alors on va plus en Russie parce qu'il y a comme course passionnante là-bas. Hein. D'ailleurs, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, si vous aimez cette piste de Sochi. Si il y aurait dû avoir des pénalités plus ou moins pour Hamilton entre Leclerc et Stroll. Donnez votre avis général sur la course, ça peut être toujours intéressant.
Et donc, après cette course, comme je vous l'ai dit, on passe au bilan des équipes, et honnêtement, il y a à dire. Et on commence avec Mercedes, ça aurait pu être le week-end idéal pour eux. Bon, ça allait quand même avec la victoire de Bottas, mais je trouve que ce week-end, il est pas parfait. Ça aurait dû être aussi celui d'Hamilton, celui où il aurait pu commencer vraiment à rentrer dans l'histoire, mais non. Là, il a fait l'idiot. Il a fait le niaiseux, comme on dit au Québec. Mais quelle idée d'avoir fait cette procédure de départ en dehors de la zone... Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Il sort déjà d'une qualification qui a failli lui coûter cher, et là, il fait une chose qu'il ne fait jamais. Allez comprendre. En plus, il fait 2 erreurs sur le coup, et se prend du coup 2 pénalités. Bon, tu peux pénaliser 2 fois, mais pas 15. Apparemment, si, tu peux, hein. Bon, quand même, le plus triste là-dedans, c'est son comportement. Ah, mais il était en colère contre le reste du monde, même contre son équipe. Une chose que l'anglais nous a jamais habitués en course. Hormis à Monza, mais bon. Là, la faute, c'est plutôt sur Mercedes. N'empêche, le comportement d'Hamilton n'était pas normal. Pendant la course, il en voulait à son équipe, à la FIA. Les points de la super licence qu'il a perdu, vu qu'il en reste plus que 2, ils s'en moquent. Il apporte des accusations sans preuve. C'est pas le Lewis Hamilton auquel on est habitué. C'est pas lui. Comment il peut être fébrile comme ça à Sochi en à peine 2 jours? Comment? Un vrai mystère là. Et en plus, c'est un vrai contraste quand on regarde le garage d'à côté. Parce que Bottas qui renoue enfin avec la victoire, alors non seulement ça nous fait plaisir de le revoir au plus haut, lui qui fut quand même il n'y a pas si longtemps que ça, sous le feu des critiques, et qu'on voit encore les balader en fin de course. Hein. Pardon Bottas, mais c'est mérité, les critiques. Parce que tu nous as bassiné que tu avais un plan pour battre Hamilton. Je te confirme, il marche bien, hein. Tu parles. D'accord, la victoire, ça lui fait du bien au moral. Mais pardon, mais voilà, être coéquipier d'Hamilton, oui, ça attire les critiques, on n'est pas au niveau. Lui qui commence à devenir l'homme du vendredi, qui avait quand même du mal à concrétiser le samedi, et par la suite il galérait le dimanche en course, hein. Là, il n'a pas voulu laisser passer l'occasion. Et de plus avec la bévue d'Hamilton, hein, ça motive encore plus. Alors, je dis pas que Bottas il mérite pas sa victoire. Si, il la mérite. Mais comment vous dire? Il reste quoi? Cette course? Si cette course avant la fin de son championnat un peu exceptionnelle, le Bottas il a intérêt à se faire violence s'il veut encore espérer ses chances de titre. Parce que vous le verrez tout à l'heure au classement, il se rapproche un petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc, Bottas, oui, les critiques, tu peux peut-être les envoyer balader. Mais nous, on te demande une chose, bon, peut-être avec notre cul posé dans notre canapé derrière nos micros, nos écrans. Par contre, le mec qui est dans la bagnole, c'est toi. Alors, s'il te plaît, tu te fais violence et tu essayes d'être au niveau d'Hamilton. Mais vraiment. On passe à Red Bull qui n'avait qu'une seule voiture ce week-end, pour changer, avec Max Verstappen, qui cette fois a pu voir l'arrivée et qui a dû penser à sa course en Belgique, parce que, à en croire le pilote, il était vraiment dans un no man's land pendant toute la course. Il pensait même pas à la victoire. Il était tranquille, pépère, hein, il écoutait les grosses têtes sur RTL. Hein. Bon, n'empêche, sa deuxième place en qualif et en course, franchement, c'est un exploit d'avoir pu se mettre entre les Mercedes. Et je pense qu'il aurait pu faire mieux s'il avait une voiture qui lui aurait correspondu comme il faut le vendredi. Parce que ça s'est un peu mal passé le vendredi. Mais n'empêche, un bon week-end encore pour Verstappen, c'est bien. C'est bien, si, c'est bien. Et puis, au début, je disais que Red Bull était là qu'avec une seule voiture. C'est le cas. Alex Albon, il était en difficulté sur tout le week-end. Il a eu du mal en qualification, il s'est retrouvé à plus d'1 seconde de Verstappen. Il a eu du mal en course. Pendant qu'il a interdit ce Kateri, il a eu du mal en course, il a dû s'arrêter très tôt peut-être, mais voilà. Malgré qu'il a eu son podium en Toscane, il n'a pas concrétisé ce week-end en Russie.
Bon, dans ses propos, il disait qu'il n'aimait pas le tracé de Sochi. Mais bon, voilà, il va falloir faire quelque chose, Alex, parce que là, t'étais encore très loin. T'étais encore très loin, et puis il va falloir faire quelque chose. McLaren qui avait réussi son samedi en qualification, et même aux essais, mais là, qui a complètement raté son dimanche. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur eux, enfin, on va dire que l'essentiel a été dit sur Sainz qui a malheureusement tapé le mur au départ. Et puis Norris qui, non seulement a connu un problème en début de course, qui termine très loin. D'ailleurs, si je vais quand même m'attarder un petit peu sur Norris parce que j'ai l'impression qu'on est en train de perdre le jeune anglais en termes de performance. Ça va être quand même à surveiller pour la suite de la saison parce que il était très haut en début de saison, puis là, il est en train de perdre de la forme. Ça va être à suivre ça aussi. On passe cette fois à Racing Point avec Perez qui, on veut toujours à son équipe de le remercier en fin d'année. Bah, il suffit de lire ses déclarations, hein. Il fait pas semblant. Et d'ailleurs, il fait pas semblant sur la piste non plus parce que sa 4ème place sur un grille en qualif, c'est une surprise. Vraiment inattendue, sachant qu'il n'avait pas les évolutions sur sa voiture ce week-end. Ah bah non, priorité à Stroll. Et à lui seul, ce qui est vraiment à souligner, eh ben, il tient son équipe. Il arrive même à tenir la dragée face au Renault. 4ème au départ, 4ème à l'arrivée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Que je regrette que la future équipe Aston Martin... Ah, que je regrette que la future équipe Aston Martin se sépare de lui? Ouais, là je vais vraiment l'avoir ce regret. Et puis, son coéquipier Stroll piégé par le drapeau rouge en Q2, un peu en retrait sur ce week-end, et puis ben, pareil qui abandonne en début de course, hein. Merci d'être venu. Alors, Renault. C'est mitigé comme bilan. Parce qu'en début du week-end, ils commencent à confirmer leur progrès. Ah si, parce que ça fait quand même quelques courses où on voit que Ricciardo a trouvé un réglage qui fonctionne sur sa voiture. Et il suffit de voir en essai, et ça se confirme même en qualification. D'ailleurs, j'aurais parié sur une deuxième ligne de l'Australien. Mais c'est pas passé loin. À quoi? À 5 centièmes de Perez. Il a manqué 5 centièmes. Ah, puis le début de course qui était magnifique. Ricciardo qui a réussi à passer Verstappen, même si ça n'a pas duré longtemps. Il a quand même réussi à passer devant. Et même Ocon qui était là. Les deux pilotes Renault aux avant-postes. Et puis plus rien. Là, Renault, ils ont perdu gros. Alors, ils ramènent quand même des gros points par rapport à leurs concurrents. On verra ça après au classement. Mais là, franchement, ils auraient pu en avoir plus. Là, la baisse de rythme inexpliquée qu'ils ont eue au moment des arrêts au stand, putain, ça leur a coûté cher. Surtout au moment de la consigne pour que Ocon laisse passer Ricciardo. Ben oui, à ce fameux virage 2, hein, tant aimé de la FIA. Parce qu'en plus, l'Australien qui rate son freinage, bah, il se prend 5 secondes de pénalité, qui prend avec philosophie. Mais c'est quand même rageant d'avoir ce résultat qu'on confirme avoir une voiture qui peut être au plus haut. Puis la perte de rythme de Ocon, qui a failli se faire bouffer par Kvyat en fin de course. Puis d'ailleurs, c'est un petit peu inquiet pour Ocon, qui tient pas face à Ricciardo. Il tient pas le rythme sur le week-end. Qu'est-ce que ça va être face à Alonso? Bref, Renault, c'est moyen. C'est bien placé, mais c'est moyen. On passe à Ferrari où c'est encore un week-end compliqué pour eux. Bon, déjà, t'as l'accident de Vettel qui n'arrange pas la chose, hein. Puis avec Leclerc qui était dans un état le samedi, hein, vraiment bien énervé. Mais, n'empêche, le Monégasque a pu sauver les meubles avec une 6ème place inespérée, c'est qu'à de le dire. Et puis, ça va quand même lui faire du bien en moral ce résultat, parce qu'il en a besoin. Parce que, je vais être franc avec vous, j'ai pas envie que Leclerc devienne le nouveau Jean Alesi de Ferrari. Voilà. Parce qu'il porte l'équipe sur ses épaules. Et j'espère pour lui que ça va mieux se passer les prochaines courses. Parce que des résultats comme ça, ok, il ne pourra pas jouer la victoire cette année. Et l'année prochaine, on ne sait pas. Il a besoin de résultats comme ça. Et
il y a intérêt parce que sinon, Leclerc, pardon, on va le perdre. Putain, Vettel, je serai bref. Voilà. On passe à Alpha Tauri. Un week-end un peu moyen, mais qui place malgré tout ces 2 voitures dans les points. Et même dans une Viet devant Gasly. Et d'ailleurs, ça est quand même un très bon résultat pour l'équipe, hein, que ce soit pour Viet et pour Gasly. Surtout Gasly qui s'est quand même imposé au forceps face à Albon sur la fin de course. N'empêche, ça fait plaisir à voir. Et puis surtout, il a dû se faire plaisir. C'est vrai ce que je veux dire. On passe à l'autre Alpha Romeo. Il n'y a pas de mieux vraiment, malgré Giovinazzi qui est bien placé, peut-être très loin de la porte des points. Et puis Kimi Raikkonen qui était pas là. Enfin, si, il était là, mais il n'a peut-être pas connu un week-end parfait, mais il a égalé un record. Celui du plus grand nombre de départs en Grand Prix. 323 départs en Grand Prix, il égalait celui de Rubens Barrichello. Et ça reste Kimi, ça lui fait ni chaud ni froid. Évidemment, avec des calendriers à rallonge, ça aide pour battre ce genre de record. Mais voilà, c'est un chiffre à noter. Et être encore là, en Formule 1, avec plus de 300 Grands Prix au compteur, enfin 300 départs, attention, c'est ça qui compte, bah franchement... Alors ce qui est regrettable, c'est que ce record, il se passe en fond de grille. Très honnêtement, c'est regrettable. Pour lui, et... il pourrait mériter mieux, Raikkonen. Ah franchement, oui. Déjà, la dernière fois, il a marqué des points. Les seuls points marqués pour l'instant de la saison, on aurait bien voulu que ce record qu'il a atteint se passe mieux, quoi. Parce qu'il y a quand même eu des bonnes batailles, mais il a descendu au classement. On passe à As qui avait fait un excellent départ avec ses 2 voitures. Ah mais vraiment, Magnussen et Grosjean 9e et 10e, c'était génial. Avant de rechuter au plus bas dans le classement. Déjà, un Magnussen qui s'est fait remarquer au départ parce qu'il est resté bloqué sur un grille. Et puis Grosjean qui a chuté au classement avec une voiture qui n'a pas de train arrière. Limite, ça m'agace un peu que As soit toujours dans ces résultats-là. Ouais. Et en plus, qui ont fait le choix très tôt de ne pas développer leur voiture. En fait, je me demande pourquoi ils viennent à chaque Grand Prix. Franchement, ça fait un peu tâche. Et puis, on va finir par Williams, qui nous a un petit peu donné le sourire samedi, avec Russell en qualification, qui était vraiment heureux, qui repasse à nouveau en Q2. Mais, je vais dire que c'est le même constat que As, qui termine encore très bas au classement. Putain, mais si seulement ils pouvaient marquer un point Williams, ça leur ferait plaisir. Parce qu'ils ont quand même un pilote avec Russell qui se défonce à chaque course pour être au plus haut en qualif et qui perd en rythme en course. Et puis Latifi qui a encore du mal. Sérieusement, je ne demande pas grand chose pour que Williams marque un point. Je ne demande pas grand chose. Mais bon, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça pour eux. Bon, ben voilà, c'était le bilan des équipes. Il n'y a plus qu'à passer au classement et surtout, soyez attentifs parce que, ok, devant, ça s'envole, mais regardez bien derrière, ça commence à se resserrer. On y va. Le classement des pilotes, Lewis Hamilton toujours leader avec les 205 points devant Valtteri Bottas qui compte 161, Max Verstappen le 3ème avec 128 points. Ça se resserre derrière pour la 4ème place avec Lando Norris, Alex Albon et Daniel Ricciardo, séparés chacun de 1 point. Charles Leclerc passe devant les 2 pilotes Racing Point, Stroll et Perez. Pierre Gasly referme le top 10 avec 45 points. Dans la deuxième partie du tableau, pas de grand changement avec Sainz 11ème et 41 points devant Ocon qui en compte 36. Vettel toujours 13ème avec 17 points devant Kvyat qui revient progressivement. Pas de grand changement derrière Hülkenberg, on se trouve toujours Raikkonen, Giovinazzi et Magnussen avec des points, le reste à 0. Du côté des constructeurs, c'est toujours l'envolée pour Mercedes, 366 points au compteur, Red Bull qui en compte 192, ça commence à se resserrer pour la 3ème place entre McLaren qui a 6 points d'avance sur un 5 points, qui en compte 6 sur Renault. Derrière Ferrari, 6ème, prend un peu d'air sur Alpha Tauri.
Alfa Romeo, Haas et Williams ferment le tableau des constructeurs. Bon, alors qu'est-ce qu'on a eu dans l'actualité cette semaine? Il se passe que vendredi, on a appris que la Formule 1 aura un nouveau dirigeant à compter du 1er janvier 2021. Eh oui, Chase Carey va laisser sa place à Stefano Domenicali. Eh oui, l'Italien passé chez Ferrari, qui a fait même carrière chez Ferrari, et qui fut le team manager dans la Scuderia après le départ de Jean Todt fin 2007, va prendre la relais de Big Moustache. Chase Carey, qui restera malgré tout présent avec un poste non exécutif, mais qui s'en va de la tête de la F1 avec une mission accomplie, faire signer les nouveaux accords Concorde à toutes les équipes. C'est vrai que là-dessus, c'est réussi avec les nouveaux accords qui imposent le budget plafonné et qui obligent aussi tous les nouveaux arrivants à payer 200 millions de dollars pour une inscription en Formule 1. C'est une somme qui sera divisée en parts égales et qui sera reversée aux autres équipes. Rien que là-dessus, on pourrait en débattre pendant des heures. Mais voilà, Chase Carey va pas rester éternellement le chef de la Formule 1 à long terme, comme on a pu le voir avec Bernie Ecclestone dans le passé. Et surtout, voir un visage connu revenir dans le paddock de la F1, c'est intéressant comme ça questionne. Oh oui, ça questionne parce que Domenicali, il a été forcé de démissionner de son poste chez Ferrari en 2014 à cause apparemment des mauvais résultats qu'il y avait en course. Et en plus, à cette époque, il fut remplacé par un mec dont on a tous oublié le nom et le visage, qui d'ailleurs fut embauché pour faire dégager Alonso de Ferrari. Et ce mec, il va aussi se faire dégager en fin d'année. C'est pour vous dire, c'est Mattiacci, hein, c'est son nom, on l'a oublié. En fait, si Domenicali était un petit peu forcé à quitter la Scuderia à l'époque, c'est parce qu'il n'a remporté qu'un seul titre avec la Scuderia, et qui, en plus, le dernier en date, c'est celui des constructeurs en 2008. C'est pour vous dire si ça remonte. Après, la suite, en tant que team manager, on la connaît. Hein. On a eu l'accident de Massa, l'arrivée d'Alonso qui a échoué par 2 fois à gagner le titre. Et n'empêche, la carrure qu'on pouvait donner au manager italien, franchement, c'est pas facile de passer après Jean Todt, je l'admets. Mais n'empêche, à l'époque, on avait un Luca Di Montemelo, à l'époque président de Ferrari, qui voulait des résultats, et vu qu'il n'en avait pas du tout, il s'est trouvé un sacré coupable. Très idéal. Ouais, par la suite, après qu'on connaît. Alors, Domenicali, il a quitté Ferrari en 2014, et on va le retrouver en 2016 dans Giron Audi à la tête de Lamborghini. Et alors là, la marque Autoro va avoir un nouveau souffle, avec des ventes mondiales qui vont être doublées, l'arrivée du SUV Urus, et une compétition cliente vraiment au top, et même les embauches, c'est pour vous dire. En soi, sur le papier, Domenicali, c'est vraiment le candidat idéal pour être à la tête de la Formule 1. Vraiment? Je sais pas. Non, je m'attendais pas à le voir à la tête de la F1 en fait. Est-ce que quelqu'un s'y attendait surtout? Est-ce que c'est lui qui s'est dit de son propre chef, allez, j'y vais? Ou alors, est-ce qu'on était allé le chercher? Je pencherais plus sur cette option. Pourquoi lui? Pourquoi quelqu'un qui redresse une marque exclusive serait parachuté à ce poste? En fait, il y a peut-être une idée. Il y avait quand même dans le paddock des rumeurs qui envoyaient Toto Wolff à la place de Chase Carey. Alors là, limite, j'aurais compris. Parce que le succès que Wolff rencontre avec Mercedes, le businessman qu'il est, la vision qu'il a du sport auto, de l'automobile en général, ça aurait pu se comprendre. Mais il se passe qu'une équipe ne voyait pas d'un bon oeil de Helmut l'arrivée de l'Autrichien à ce poste. C'est Ferrari. Oui, la Scuderia a dû avoir peur de voir le team manager de Mercedes diriger le championnat et sûrement d'assouvir la domination de Mercedes sur la F1. Une peur, mais vraiment irrationnelle et inexpliquée. Alors du coup, qui de mieux pour assurer Ferrari sur la direction de la F1? Un ancien de chez eux. Enfin, ancien. Quand tu regardes
il y a déjà Ross Brown et Nicolas Tombazis à la direction technique de la F1. Il y a Jean Todt qui est président de la FIA. Est-ce que je vous sors une théorie du complot gratuitement ou ça ira bien comme ça? Hein? Non, Dominique Alli, on est allé le chercher et c'est une opportunité qu'il n'a pas pu refuser. Limite, on a dû pousser pour y aller. Si, vas-y, je te confirme, ça va être génial à diriger la F1. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Ben, il est trop tôt pour le savoir, hein. Il vient d'être nommé. Bon, il a peut-être des idées, tout ça, sur les horaires, le règlement et tout. Mais, pardon, mais quand même, en attendant, même si 2021 va ressembler à une année 2020 bis, ça s'annonce très sympa que ça soit en piste ou en coulisses. Je sais pas vous, mais franchement, j'ai hâte d'y être en 2021. Rien que pour ça, j'ai envie d'y être. Et c'est là-dessus d'ailleurs que cette vidéo se termine. N'hésitez pas à la commenter, je le dis, je le répète, la vidéo sur son Grand Prix, l'arrivée de Dominique Alliot en F1. Et surtout, je vous donne rendez-vous pour la prochaine course dans 15 jours pour le Grand Prix de l'Eiffel. Et on va retrouver un bon circuit à l'ancienne, le circuit du Nürburgring. Ah oui, un tracé comme on les aime. Et d'ailleurs, juste après, on va partir pour des courses qui s'annoncent exceptionnelles et franchement qui vont nous faire plaisir à voir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la cloche pour les dernières mises en ligne. Et il y a aussi le compte Twitter pour suivre les avis d'actualité, les week-ends de course et bien plus. Et avant de vous quitter, je voudrais quand même féliciter quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la F1, mais je veux féliciter mon ami Julien Brichet qui, ce week-end, pendant le championnat d'Europe TCR sur le circuit de Monza, a remporté la première course du week-end et qui a terminé deuxième pendant la deuxième course avec sa Peugeot 308 TCR. Vous moquez pas, c'est une voiture qui en a sous le capot. Je veux juste le féliciter, lui et son équipe, parce que ça fait, franchement, personnellement, ça me fait plaisir de le voir au plus haut, voir performer à ce niveau du sport auto européen. C'est un pilote qui est très complet, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir un avis élargi sur le sport auto. C'est quand même lui qui m'a fait redécouvrir même le championnat de France des circuits, que ce soit en GT, des formules de promotion, même des petites formules de promotion que personne ne connaît, que tout le monde se moque. Voilà, c'est quand même grâce à lui, son équipe. Et quand j'ai vu qu'il est allé la chercher, cette première victoire, ça m'a fait plaisir. Donc c'est... Comprenez pourquoi GSB, hein. Voilà, rien que pour ça, encore bravo Julien, encore bravo GSB, encore bravo à toi et à ton équipe. Et puis, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Merci, bravo, et à bientôt.